et je ne sais pas ce qu'on va devenir. N'oublie jamais l'Afghanistan. La voix devant soi. Karim Errar. Bienvenue dans notre podcast, où des voix venues de différents horizons racontent leur histoire. Ensemble, partons à leur rencontre et découvrons leur réalité. Aujourd'hui, on vous emmène en Afghanistan avec vous, Ariane Geiger-Iriat. Bonjour. Bonjour Karim. Vous avez travaillé avec MEDER en 2000, puis avec les Nations Unies, ensuite pour une ONG française qui s'appelle Enfants du Monde, Droits de l'Homme, et avec votre mari, vous avez créé une ONG, le Pélican, qui œuvre depuis 23 ans en Afghanistan. Vous habitez à Kaboul depuis 25 ans et vous venez de rentrer. Comment est la situation ? Écoutez, franchement, la situation est vraiment désespérante. C'est d'une tristesse infinie. Moi qui ai connu l'Afghanistan sans les talibans pendant une vingtaine d'années, quand il y avait la présence occidentale, je dois dire que c'est une régression et un retour en arrière sans précédent qui me navre et qui me rend extrêmement triste. Cette année, l'Afghanistan a vécu des tremblements de terre, un énième durcissement de la répression contre la liberté des femmes, des coupures d'Internet et maintenant des échauffourées avec le Pakistan. Sur le terrain, à Kaboul, est-ce que la situation s'est calmée ? Non, malheureusement pas tellement. Et c'est pas calmé, même pas du tout. Je suis partie donc de Kaboul il y a une semaine et je dois dire que j'ai échappé moi-même avec mon directeur local à un terrible attentat qui s'est passé à 2 rues où nous allions pour un meeting avec une autre ONG. Et en fait, c'était l'armée pakistanaise, les Pakistanais, qui ont envoyé un drone avec une bombe sur un tank qui a explosé et dans un quartier extrêmement populeux. Et ça a fait beaucoup de morts. Et ça s'est passé là, il y a quelques jours. On va revenir sur votre parcours. Vous êtes d'origine alsacienne et votre première expérience dans l'humanitaire, c'était en Albanie, suite à la guerre au Kosovo. Et après, c'était soit l'Afrique, soit l'Afghanistan. Oui, tout à fait. On nous a proposé, après mon mari et moi, Jacques et moi, on nous a proposé de partir effectivement au Congo ou en Afghanistan. Mon mari était attiré par l'Afrique et moi par l'Afghanistan parce que il y a fort longtemps, j'avais 18 ans, donc ça fait déjà quelques années, j'avais lu un bouquin magnifique, un livre magnifique écrit par Joseph Kessel, et ça s'appelait Les Cavaliers de Kaboul. Non, les Cavaliers. Les Cavaliers. Les Cavaliers. Et j'ai tellement aimé ce livre. Il décrivait avec des mots extraordinaires, avec passion, la passion qu'il a eue aussi, Joseph Kessel pour l'Afghanistan, que j'ai voulu aller voir moi-même ce qui se cachait derrière ces mots. Extrait Les Cavaliers de Joseph Kessel. Le propriétaire de la Tchaïkana alla au vieillard, s'inclina très bas devant lui, prit sa main droite et, par l'allée qui s'était creusée comme d'elle-même dans la foule, le mena vers le fond de la terrasse. Quel âge avait le vieillard émacié, creusé, parcheminé à l'extrême et sur qui tombait en grands plis lâches une houppelande sans forme, de la même couleur que la haute branche noueuse à laquelle il s'appuyait. Personne au monde ne le savait. Son origine, sa tribu, on ne pouvait affirmer que ceci, il n'était pas de sang mongol. Pour le reste, il pouvait aussi bien venir des sables du Saïstan, des marches de la Perse, du seuil de l'Inde, ou du Beloutchistan sauvage. Il pouvait être Hazara Pashtou, Tadjik, Nouristani. Et il parlait la langue, les dialectes, les idiomes de toutes les provinces. Il n'était pas derviche, ni gourou, ni chaman. Pourtant, comme ses initiés, il allait par les routes, chemins, pistes et sentiers de la grande terre afghane. Et donc, j'ai influencé Jacques et nous sommes partis en février 2000 pour Kaboul, pour l'Afghanistan. Un petit rappel des faits. En 1989, la guerre contre les Russes se termine, mais elle va déboucher sur une guerre civile qui va se terminer en 1996. C'est là que les talibans prennent le pouvoir. Et vous, Ariane, vous arrivez en février 2000. Comment ça s'est passé, votre arrivée à Kaboul ? Eh bien, nous sommes arrivés donc le 3 février de l'an 2000 et je dois vous dire qu'on a trouvé un pays exsangue, très très pauvre, sous donc le régime des talibans qui oppressait déjà les femmes mais aussi la population. Et Jacques et moi, on a eu un coup de cœur pour cette population. On voyait les femmes dans les rues avec leur burqa bleu,
très souvent assises en train de mendier. Les maris avaient été réquisitionnés ou pour la guerre ou bien tués par les talibans. Et souvent, les veuves n'avaient aucune possibilité de se nourrir et de nourrir leurs enfants. Donc, elles envoyaient les enfants dans les rues. Et c'est là que j'ai vraiment eu cet élan du cœur de me dire il faut absolument faire quelque chose pour les enfants des rues de Kaboul. Parce qu'ils étaient, en février, il fait extrêmement froid à Kaboul. Il faut pas oublier que Kaboul est à 1800 mètres d'altitude, donc il y avait de la glace, de la neige, et les gamins en sandales, pieds nus, avec très très peu sur leur corps, et mouraient de faim, donc ils fouillaient les poubelles, et notamment la poubelle des expatriés, puisque je travaillais pour une ONG, et je me suis dit que c'était pas possible, que si on était là, c'était certainement aussi pour prendre cette population la plus fragile, c'est-à-dire les enfants et les femmes, et les secourir autant qu'on pouvait. Donc on a eu vraiment ce feu, ce désir brûlant dans le cœur de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'on n'a plus jamais quitté l'Afghanistan. J'y suis toujours. Et Ariane, vous avez créé facilement des contacts avec la population ? Oui. Je dois dire que la culture afghane, la population afghane est extrêmement heureuse d'avoir des étrangers et très solidaire et également très hospitalière. Et quand j'allais dans les rues pour rencontrer la population ou pour aller... À l'époque, je pouvais encore aller au bazar, ce qui n'arrive plus aujourd'hui parce que c'est trop dangereux. Mais la population, surtout les femmes, m'arrêtaient dans la rue en me demandant d'où je venais. Et chaque fois, il y avait la question « Mais viens chez moi, viens prendre une tasse de thé ». Quand elles transportaient sur leur tête des pains, parfois 10 ou 15 pains, parce qu'on fait du pain allongé, plat, comme des skateboards, je dis toujours. Et elle m'en proposait tout le temps et elle me disait si, viens à la maison, viens à la maison. Donc, extrêmement vite, j'ai noué un lien très fort avec ces femmes du quartier qui m'appelaient par mon nom, par mon prénom, Ariane. Et en plus de ça, en arrivant en Afghanistan en l'an 2000, j'ai appris que Ariane était aussi un nom afghan. Donc ça a encore plus créé de liens parce que les gens me disaient parfois mais tu es afghane, c'est pas possible, pourquoi tu t'appelles Ariane? Et je dis ben non, écoutez, je suis pas afghane mais je crois que je vais le devenir parce que vous me semblez tellement gentil, j'ai bien envie de rester longtemps chez vous. Voilà, et c'est comme ça. Et moi-même je disais aux femmes, est-ce que tu as des filles, est-ce que tu as des enfants à éduquer, parce que je vais ouvrir une école. Et quand j'ai ouvert la première école, ben évidemment les parents et surtout les mamans sont venus et m'ont rencontré. Donc on a eu des liens très amicaux, voire très vite affectueux, moi et mon mari aussi, Jacques, avec la population afghane. On peut dire que l'hospitalité est une marque de la culture afghane. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument, je suis absolument d'accord. Les Afghans sont très, très hospitaliers et je sais que j'ai visité un petit peu l'Afghanistan. À l'époque, on pouvait le faire. Les gens, quand ils nous rencontraient, tous les gens voulaient nous avoir chez eux. C'était, comme ils disaient, un honneur. Moi, je ne trouvais pas que c'était un honneur parce que je me sens tout à fait avec eux et normal. Mais ce qu'ils disaient toujours, c'est « on va tuer le mouton pour toi, il faut absolument que vous veniez manger ». Et moi, j'ai sauvé beaucoup de moutons parce que je leur disais « écoutez, non, pas le mouton ». Parce que je savais que c'était la bête la plus précieuse pour eux. Et c'était des gens, la plupart du temps, extrêmement pauvres. Et donc, c'était dans les campagnes, hein, pas à Kaboul, dans les campagnes. Alors, on me disait, bon, mais écoute, vraiment, on a des poulets, tu veux un poulet? Alors, je disais, ben oui, d'accord, parce que ce serait une offense de ne pas manger avec eux. Donc, j'ai sauvé beaucoup de moutons dans les campagnes afghanes. Mais vraiment, oui, les Afghans sont extrêmement hospitaliers. Ils ouvrent leurs portes et ils préparent des repas magnifiques et ils vous demandent même de dormir. Enfin bon, ils sont très, très chaleureux et ils sont très enthousiastes de rencontrer des étrangers. C'était très, très agréable de les rencontrer. Moi, j'ai été tellement de fois gâtée par eux. Pour revenir au mouton, le mouton a une fonction peut-être particulière dans la société afghane. Il sert de viande, il sert aussi pour des vêtements. Oui. Est-ce exact ? Oui, tout à fait.
Oui, le mouton est un animal très précieux pour eux parce que effectivement, on les tond et on fait des jolis habits, c'est vrai. Et on tisse aussi et on mange la viande et en particulier quand ils préparent le fameux plat régional et qui pour les célébrations des mariages ou des fiançailles ou comment dire pour accueillir un hôte de marque, on fait ce qu'on appelle le kabuli palao et là on tue un mouton et on y met, alors il y a du riz, la meilleure qualité de riz parce qu'il y a plusieurs qualités de riz en Afghanistan et on y ajoute beaucoup de choses et délicieuses comme des pistaches, des amandes sans la peau et puis des lamelles de carottes un petit peu sucrées caramélisées et des keshmesh, ça c'est du dari, des raisins secs et donc on cache le mouton, la viande est cachée un petit peu en dessous, on recouvre de tous ces ingrédients, le riz et ce dont je viens de parler et c'est absolument délicieux. Il y a beaucoup d'épices, il y a du safran, du curcuma, du cumin et d'autres épices dont j'ai oublié les noms parce que ce sont des épices purement afghanes. Mais c'est absolument délicieux. Vous avez parlé que vous avez ouvert une école à Kaboul dans un régime évidemment théocratique, hostile à la liberté de penser, voire même à la connaissance. Déjà, comment ça s'est passé et que fait votre école dans un tel régime? Que peut faire votre école dans un tel régime? Bien, on a ouvert, là en ce moment, on a exactement 6 écoles. En fait, on a ouvert des écoles dès qu'on est arrivé avec mon mari et maintenant on en a 6. Mais on s'est aperçu qu'il y a également beaucoup d'enfants handicapés qui n'ont aucune structure, qui n'ont aucun... le gouvernement ne fait rien et on a des enfants trisomiques, autistes, ou avec des malformations physiques. Et on a également, là on en a 2, on vient d'ouvrir la 6e école, juste avant que je ne parte, il y a une semaine. On a aussi une école classique où les enfants travaillent, enfin étudient de 0, j'allais dire, enfin de la première classe jusqu'à la 6e à peu près, dans le programme européen. Mais avec le nouveau gouvernement, celui des talibans d'aujourd'hui, on a dû séparer complètement. Donc les garçons viennent le matin et l'après-midi viennent les filles. Et normalement, on n'a pas le droit d'avoir des filles après l'âge de 12 ans. Et puis, nous nous sommes aperçus qu'il y avait énormément de sourds. Donc, on a aussi créé 2 écoles de sourds, une pour les garçons et une pour les filles. Là aussi, complètement séparées, sauf les tout petits sourds. On a créé un jardin d'enfants et là, les talibans viennent régulièrement, de toute façon, voir ce qu'on fait et ils nous permettent d'avoir les petits sourds, garçons et filles ensemble. Mais autrement, les genres sont complètement séparés depuis l'arrivée des talibans il y a 4 ans et demi. Ça veut dire, Ariane, que vous enseignez à des filles? Oui, j'enseigne à des filles. Normalement, les talibans interdisent d'enseigner à des filles de plus de 12 ans, parfois c'est même 10 ans. Ce que nous faisons, nous laissons les quelques grandes filles venir quand même parce qu'elles n'ont jamais été à l'école et qu'on pourra discuter avec les talibans en leur disant que ces jeunes filles n'ont jamais été éduquées, donc elles doivent pouvoir apprendre à lire et à écrire. Donc nous en avons des beaucoup plus grandes que 12 ans. Les jeunes filles sourdes, nous avons la permission, nous avons des grandes jeunes filles sourdes de 15 jusqu'à presque 30 ans, mais là, les talibans respectent leur handicap, on va dire ça comme ça, et nous ont donné la permission de quand même les avoir et les éduquer. Donc ça passe très bien. Les jeunes filles qui n'ont pas de handicap, normalement, n'ont pas le droit de venir, mais chez nous, elles viennent quand même. L'Afghanistan est un pays incroyable. C'est une mosaïque composée de Pashtoun, de Tadjik, de Hazara, Ouzbek, Turkmène, Aymak, Nouristani. Et vous, Ariane, vous avez eu un coup de cœur pour les Hazara. Oui, c'est vrai. Et je crois même, là, vous avez dit les principales ethnies, mais il y en a plus que 35, quoi. C'est fou, je ne saurais pas les nommer moi-même. Mais oui, on a eu un coup de cœur pour les Hazaras, c'est vrai. Pourquoi ? Eh bien, en arrivant, donc, comme je vous l'ai dit avant avec Jacques, mon mari, c'était donc du temps des talibans, de la
première vague, si j'ose m'exprimer ainsi, en 2000, on a vu vraiment des choses absolument horribles contre cette ethnie-là. Et les talibans de cette époque-là, d'il y a plus de 20 ans, les chassaient, et les poursuivaient et les massacraient dans les villages. Ils ont fait des choses abominables. Et à Kaboul même, on a vu dans certains quartiers, ils étaient dans le quartier où je suis maintenant, c'était un véritable ghetto où les expatriés travaillant pour les ONG ne pouvaient pas entrer. Quand on avait de la nourriture à distribuer, il fallait bien sûr demander au gouvernement, c'était les talibans, on n'avait absolument pas le droit de les approcher. Autrement dit, on a vu que ce peuple était extrêmement dénigré, et plus que dénigré, plus que négligé, mais très souvent exterminé. Les talibans voulaient les exterminer. Alors on s'est dit, Jacques et moi, que puisqu'on était en Afghanistan et qu'on voulait servir les plus pauvres, les plus pauvres des plus pauvres, c'était les Hazaras. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons été évacués au moment du 11 septembre, les 3 mois que nous avons passés en France, j'ai écrit ce qu'on appelle une proposition de projet pour essayer de trouver des fonds. On a créé l'ONG et quand on est revenu, on a voulu s'occuper en priorité de cette ethnie-là, les Hazaras. Et je les aime toujours d'un cœur très, très, très brûlant parce qu'ils sont très, très attachants. Bon, tous les Afghans sont attachants et j'aime tous les Afghans. Mais il est vrai que, ayant vu ce peuple souffrir tellement et en même temps essayer de s'en sortir, ils ont une envie de s'en sortir. On a envie de les aider parce que eux-mêmes, ils sont pas là à tendre la main juste pour avoir de l'argent. Ils veulent qu'on les aide à travailler. Ils veulent qu'on les aide à étudier, à préparer une vie meilleure. Et ça, c'est enthousiasmant quand on vient pour aider quelqu'un. C'est enthousiasmant de voir que ces gens-là, ils se bougent eux-mêmes. Et ils sont très attachants parce qu'ils sont toujours pleins malgré leurs souffrances et leurs difficultés, ils ont le sens de la fête, un sens de la fête extraordinaire. Je suis tout le temps invitée à des fêtes et ils ont un sens de l'humour extraordinaire. Ils aiment rire, ils aiment le bonheur. Et comme tout le monde, vous me direz, et ils essayent vraiment, vraiment de l'atteindre. Et donc, voilà la raison pour laquelle je suis toujours dans ce quartier, Hazara. Mais je dis bien que j'aime absolument tous les Afghans. Les Hazaras sont des personnes issues des conquêtes de Gengis Khan au XIIIe siècle. Ils sont chiites aussi. Et est-ce que vous avez parlé de fêtes, est-ce que vous avez eu l'occasion d'assister à une de leurs fêtes? Oui, j'ai assisté à beaucoup de mariages. C'était... Alors maintenant, avec le nouveau régime des talibans, tout est interdit, mais normalement, c'est beaucoup de musique. Ils ont des chants et de la musique tout à fait très, très jolie, particulière. Ils ont une flûte, la toula. Ils ont des tambourins. Les jeunes filles, les femmes dansent d'une manière très, très jolie, extraordinaire, avec des vêtements magnifiques de toutes couleurs, des voiles qui tombent ou qui restent sur le sommet de la tête, c'est pas un problème, et avec des maquillages extraordinaires. Et vraiment, c'est la fête, et ils aiment jouer, ils aiment rigoler, et ils aiment danser énormément. Donc oui, j'ai assisté à ces fêtes, à ces célébrations. Je suis toujours invitée, j'y vais quand j'ai le temps, quand je peux y aller. Mais c'est toujours un moment de joie, en tout cas, et de bonheur. De les voir heureux, ça me rend très, très heureuse. Parce que malgré ce contexte extrêmement dur et difficile, on arrive quand même à avoir des petites parenthèses de ce bonheur-là. Et ça, c'est précieux. Avant, Ariane, vous avez parlé du mois de septembre 2001, mais juste avant, on va un peu resituer les choses dans leur contexte. Donc, le commandant Massoud a été chassé du pouvoir en 1996. Les talibans arrivent, mais le commandant Massoud, lui, va continuer son combat dans le nord de l'Afghanistan, au Panjshir. Il va être assassiné au mois de septembre 2001. Le 9 septembre. Le 9 septembre. Ce mois de septembre 2001 est un moment clé dans l'histoire de l'Afghanistan. Comment vous avez vécu ce mois ? Oh, écoutez, ça a été une progression dans dans l'intensité
de ce qui allait arriver. On le sentait à Kaboul. Je me souviens, on allait, avec mon mari, on allait dans certains quartiers de Kaboul pour ouvrir d'autres centres, parce qu'à l'époque, on travaillait pour les Nations Unies et on faisait un énorme projet qui s'appelait Food for Work, c'est-à-dire qu'on faisait travailler les femmes afghanes, qui a été très très difficile à monter comme projet parce qu'il y avait à l'époque les talibans d'il y a 20 ans et le Mollah Omar qui interdisait aux femmes de travailler. Donc, mon mari a mis plus de 3 mois à obtenir la permission. Finalement, ça a été agréé. Et on allait donc dans les quartiers et on rencontrait les wakils, c'est-à-dire les petits maires du quartier, ou les mollahs, c'est-à-dire les leaders religieux. Et je me souviens du dernier quartier, du dernier mollah qu'on a rencontré. Et le mollah dit à mon mari: de toute façon, on s'en fiche de vous, les Occidentaux. Vous pouvez partir avec vos dollars parce que de toute façon, on aura les dollars de Bin Laden. Ça, c'était avant le 11 septembre. Et nous travaillions donc pour les Nations Unies. On a eu une réunion de sécurité, je me souviendrai toujours, où on nous a dit: faites très très attention, ça chauffe. Enfin, il y a vraiment des choses qui se préparent du côté des talibans, il y a quelque chose qui se prépare. Pensez peut-être à faire vos valises et à préparer peut-être une sortie. C'était pas sûr, mais il y avait cette épée de Damoclès, cette grande tension partout. Et ça, c'était au mois d'août. Et au mois de septembre, comme vous savez, donc Bin Laden, qui était sur les terres afghanes, il était chez nous en Afghanistan, il avait des camps d'entraînement et donc il était là. Et le 11 septembre est arrivé, on nous a demandé de partir immédiatement et je me souviens, on a pris le dernier avion qui quittait l'Afghanistan et pour le Pakistan. Ensuite, on est resté 2-3 jours et on est parti en France. Et donc, ça a été un déchirement. Je me souviens d'une de mes amies, elle s'appelait Marzia, une de mes amies afghanes qui travaillait avec moi dans ce grand projet des Nations Unies. Et elle est venue encore au bureau m'amener quelques bijoux en lapis lazuli avec une lettre. Ça me fait encore presque pleurer en me disant: oh, Ariane, ma chère Ariane, n'oublie jamais l'Afghanistan. Et je ne sais pas ce qu'on va devenir, n'oublie jamais l'Afghanistan. Et donc on est parti, voilà. Et ça a été vraiment un déchirement. Et ensuite, vous savez, la suite, Bin Laden n'a pas été trouvé. Ensuite, les Américains ont dit qu'ils allaient bombarder. Et finalement, ils sont venus, ils ont chassé avec l'Alliance du Nord, donc l'armée afghane dirigée par Farim, le maréchal Farim. Et finalement, ils ont chassé les talibans. C'est comme ça que ça s'est passé. Et nous étions en France et nous avons regardé ça de loin. Mais c'est vrai qu'on a été vraiment terriblement émus de voir notre pays complètement de nouveau dévasté. Et ce jour du 11 septembre, ils en parlaient comment de cet attentat ? Ben, ça a été terrible parce que en fait, oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais on est arrivé au Pakistan. On a donc atterri à Islamabad, où on avait le bureau d'habitat des Nations Unies pour rendre notre projet, nos rapports financiers, tout ça. Donc ça a duré 2-3 jours. Et je me souviens qu'on avait des amis expatriés, je crois qu'ils étaient allemands, si je me souviens bien, qui travaillaient au Pakistan et qui ont eu très très peur pour nous parce qu'ils savaient qu'on était bloqués en Afghanistan. Ils ne savaient pas qu'on était finalement dans le dernier avion et qu'on allait atterrir chez eux, au Pakistan. Donc, Jacques a dit: écoute, on va aller leur dire bonjour, leur dire qu'on est vivant. Donc, on est allé. On a frappé à la porte, ils nous ont ouvert, mais vous allez rester là et tout. Et un des gars a été dans la ville, à Islamabad, pour vouloir acheter une bouteille de vin parce qu'il était tellement content, ils étaient tellement contents qu'on soit vivant et qu'on soit sorti de l'enfer, quoi. Il est revenu, il a dit: mais ils sont complètement fous, ces Pakistanais. Parce qu'il a demandé une bouteille de champagne ou d'un mousseux quelconque. Et le gars lui a dit: pouh, j'ai tout vendu. Toi aussi, tu viens fêter la victoire de Bin Laden. Et nous, ça nous a... alors qu'on voyait sur l'écran de la télévision, donc au Pakistan, les tours de Manhattan se collapser, s'écrouler. On avait les larmes, on n'en pouvait plus.
Et puis au Pakistan, beaucoup de gens fêtaient la victoire de Bin Laden contre les États-Unis. Voilà, je me souviens de ça surtout. C'était très choquant. Après les effroyables attentats du 11 septembre, vous êtes retourné en France et le 6 décembre 2001, les talibans sont chassés du pouvoir. Et là, vous décidez de revenir en Afghanistan. Ah oui, absolument. On décide parce que on avait ce pays vraiment à cœur et on avait commencé quelque chose avec eux et on n'avait pas envie de les laisser tomber. Et on s'est dit, ben c'est super, les talibans ne sont plus là, la population va être un peu plus libre. Et puis, mais de toute façon, elle est en grande pauvreté, et elle a besoin de gens comme nous, donc on y va. Donc on est retourné avec une petite ONG, Enfants du Monde Droits de l'Homme, avec un contrat d'1 an pour installer justement une petite école, un centre pour enfants pauvres. Alors, on a fait des pieds et des mains avec cette organisation pour qu'ils acceptent d'aller dans le quartier Hazara. On avait toujours ces gens-là sur le cœur parce que, comme je vous l'ai dit, c'était les plus défavorisés, les plus vulnérables. Et donc, on a finalement réussi à ce qu'ils acceptent notre proposition et on a effectivement installé le premier centre d'enfants pour cette fameuse ONG qui ensuite, 1 an après, nous a demandé de continuer avec elle. Mais entre-temps, en France, j'ai oublié de le dire, on avait, pendant ces 4 mois après le 11 septembre, on avait donc j'avais bien écrit, on avait bien composé notre projet pour faire notre propre ONG que nous avons créé également. Et donc, après le contrat d'1 an où nous avons travaillé pour l'ONG Enfants du Monde, on a refusé de partir avec eux une 2e année et on a ensuite commencé avec notre propre ONG, le Pélican. Donc le peuple afghan trouve une liberté en décembre 2001. Comment le peuple, les gens ont vécu cet élan de liberté? Oh, super bien. Super bien. Quand je suis revenue, je me souviens, ma fameuse Marzia, ma très gentille amie qui travaillait avec moi, qui était sans les talibans, qui était juge et qui, au moment des talibans, donc d'il y a 20 ans, avant le 11 septembre, n'avait plus de travail, donc on l'avait engagée. Donc elle est venue me voir et elle n'avait pas de burqa. Elle avait un petit voile de rien du tout, on voyait tous ses cheveux, elle avait remis son maquillage, etc. Oh, c'était magnifique. Donc on s'est embrassés, on pleurait, enfin bon. Et les hommes, parce que on ne parle que des femmes en Afghanistan. Et moi, bien sûr, je les soutiens. Bien sûr, le plus possible, et les filles aussi. Mais il faut dire que les hommes aussi souffrent. Et quand les talibans, après le 11 septembre, quand ils ont été chassés, les hommes, ils exultaient dans la rue, ils remettaient des cravates, ils remettaient des blue jeans, ils remettaient des t-shirts, ils se rasaient. Il n'y avait plus un homme barbu, quoi. Parce que avec les talibans, c'est ça, c'est cette dictature religieuse, mais qui touche aussi le vêtement. Donc ils étaient libres. Et il y avait la musique, et il y avait de nouveau les cerfs-volants, il y avait la télévision, et il y avait les mariages avec les danses, et il y avait les restaurants qui commençaient à s'ouvrir partout, et puis l'Internet, et puis les téléphones portables sont arrivés. Il y a eu cette ouverture magnifique sur le monde, et les gens exultaient de joie de cette nouvelle liberté. Et je dois dire que la présence occidentale a eu des très bons effets, même si elle n'a pas réussi tout. Elle a vraiment ouvert une fenêtre sur le monde, et la population afghane a été ravie de cette ouverture, de cette liberté. C'était l'exultation, voilà, c'était la joie. Et la communauté internationale, pour reconstruire le pays, a investi à peu près 21 milliards de dollars. Et je crois que vous portez un regard plutôt sceptique sur ce qui s'est passé dans ces investissements. C'est vrai ? Oui, je porte un regard sévère, on va dire sévère, parce que on a vu de près ce qui se passait. Et malheureusement, les milliards et les milliards déversés en pluie diluvienne sur ce pays n'ont pas atteint leur but. Les cliniques, les hôpitaux sont toujours restés dans un état terrible. Moi, je le sais parce que j'ai plusieurs fois accompagné des enfants dans ces cliniques ou dans ces hôpitaux qui, soi-disant, auraient dû avoir de l'aide. Ils ont eu très peu d'aide. La route qui mène dans notre quartier
a été refaite, mais a été refaite d'une manière... Très vite, les Afghans m'ont dit, mais tu vas voir, elle va être cabossée très vite, il va y avoir des trous très vite. Effectivement, 1 an après, elle était de nouveau plus carrossable, elle était plus... c'était plus une route sur laquelle on roulait facilement parce qu'il y avait des trous partout. Pourquoi ? Parce que le régime était extrêmement corrompu, jusqu'au plus haut grade, on va dire ça comme ça, sans nommer personne. Et donc, il y avait tout le temps des sous-traitants et l'argent partait dans les poches de certains et n'arrivait pas à atteindre le but qu'il aurait dû avoir, c'est-à-dire utiliser des bons matériaux et reconstruire les écoles, reconstruire des hôpitaux, etc. Donc oui, j'ai vu beaucoup de corruption. Et les Afghans me le disaient. Et j'essayais d'avoir un regard un peu neutre parce que j'étais entre les deux et souvent on nous disait mais enfin pourquoi vous en me mettant dedans évidemment vous ne faites pas attention à qui vous donnez l'argent parce que au gouvernement ce sont tous des corrompus et on l'a vu aussi quand on voulait faire un projet pour avoir une signature et je connais et je ne les critique pas, moi je ne l'ai pas fait mais c'est comme ça, combien de ONG ont donné, ils mettaient $500 dans leur dossier pour avoir une signature. Donc, c'était une terrible corruption galopante, récurrente, qui atteignait les plus hautes sphères du gouvernement. Donc ça, c'est vrai que mon regard est très sévère parce que je pense que l'Occident n'a pas bien fait les choses. Il ne suffit pas de donner des dollars ou des euros. Il faut voir où ça va et comment s'organise le travail que doit payer justement ces dollars et ces euros. On ne donne pas à des gens qui sont corrompus autant d'argent sans vérifier où va l'argent. Voilà. Merci beaucoup Ariane. On va vous rejoindre bientôt pour une deuxième partie. Merci beaucoup. Merci à Patricia Vicente pour la lecture du texte. Chères auditrices, chers auditeurs, merci à vous et à bientôt. La voix devant soi. Karim Errard.